bonjour pour l'exercice traditionnel fait en début d'année par l'IEIF sur les prévisions en immobilier en France pour les 3 prochaines années. Cet exercice, on le fait depuis plus de 10 ans maintenant, ce qui nous permet, avec le recul d'expérience, de se rendre compte que les prévisions sont certes difficiles, voire même impossibles à réaliser avec certitude. Du moins, elles permettent aux opérateurs de marché de prendre certaines marques et de vérifier certaines relations entre les grandes variables, les grands fondamentaux économiques et monétaires et les évolutions de l'immobilier d'entreprise et de l'immobilier résidentiel. Un peu d'humilité pour commencer. Si les modèles de cycle d'activité pouvaient prévoir le futur avec certitude, par définition, il n'y aurait pas de cycle d'activité. C'est effectivement ce que disait Wesley Mitchell en 1925. Donc, nous n'allons pas faire de la prévision, nous allons plutôt faire de la simulation. Et pour nous aider dans cette simulation, il nous faut un cadre économique et monétaire, des données d'entrée économiques et monétaires. Le premier exercice auquel nous allons nous livrer, c'est finalement la prévision confrontée à la réalité. Qu'a-t-on dit en janvier 2018 sur 2019 ? La croissance était à peu près en ligne avec ce que nous avions prévu. Nous avions anticipé 1,3, ça a été 1,2. L'inflation était aussi un tout petit peu plus faible que ce que nous avions imaginé. Mais surtout, les taux d'intérêt ont été beaucoup plus faibles. En début 2019, les banques centrales étaient encore dans une phase de resserrement de leur politique monétaire accommodante. Et il se trouve que la Fed a changé son fusil d'épaule début 2019, craignant un ralentissement mondial qui avait été d'ailleurs quelque part anticipé par les marchés lors de la crise de décembre 2018 sur les marchés d'actions. Et donc, en 2019, le taux des Fed Funds a baissé 3 fois. Par contre-coup, les taux d'intérêt en zone euro ont également beaucoup baissé et en fait, ils ont plongé durant le premier semestre jusqu'à des plus bas en territoire négatif. Et en fait, nous avons donc été pris à contre-pied dans notre prévision. Nous prévoyions des taux d'intérêt de 1% sur les OAT 10 ans et en fait, ils n'ont été que de 0% en fin d'année. Quelle a été la conséquence sur l'immobilier d'entreprise ? Alors l'immobilier d'entreprise, nous l'apprécions au travers du marché des bureaux Île-de-France et du marché des bureaux Prime Paris QCA. Marché des bureaux Île-de-France pour l'activité immobilière, les transactions, la demande placée, le taux de vacances, et les bureaux Prime Paris QCA pour l'évolution des variables financières, le loyer et le taux de capitalisation. Ce que nous avions prévu pour l'année 2019, c'est effectivement déroulé à peu près selon les prévisions en termes d'activité immobilière. Donc les transactions, effectivement, la demande placée s'est tassée comme prévu, le taux d'écoulement est resté stable. Les loyers ont progressé modérément comme prévu. La chose qui a vraiment dévié par rapport à notre prévision, c'est le taux de capitalisation. Ce n'est pas étonnant car le taux de capitalisation est tout de même largement impacté par les taux d'intérêt. Et en fait, ce taux de capitalisation a baissé en ligne avec les taux d'intérêt long terme alors qu'il était prévu plutôt en légère hausse. Pour les logements, France entière, qui est l'immobilier résidentiel que nous essayons de cerner au travers de nos prévisions, eh bien, c'est également le même type de prévision confrontée à la réalité, c'est-à-dire que l'activité immobilière a été en général bien vue, alors en particulier les transactions de logements anciens qui ont été en forte hausse comme prévu. En revanche, la hausse des prix a été plus forte que prévu. Nous anticipions une quasi-stabilité des prix et en fait, nous avons eu une hausse des prix des logements France entière. Également, c'est la conséquence des taux d'intérêt plus bas qu'anticipés. Cette hausse des prix a été portée par la baisse des taux hypothécaires et le rallongement à près de 20 ans de la durée des emprunts hypothécaires. Alors, maintenant parlons 2020.
Quels sont nos scénarios de taux d'intérêt, de croissance et d'inflation? On a deux scénarios. Un scénario probable, qui est en fait la poursuite d'une croissance en ligne avec son potentiel. L'économie française croît aujourd'hui au rythme de son potentiel. C'est une croissance qui est encadrée par la politique monétaire de la BCE. Elle est plutôt un peu molle, mais sans grande fluctuation. Dans ce scénario le plus probable, on va supposer que la croissance se maintient, soutenue en particulier par le pouvoir d'achat des ménages, que l'inflation reste au niveau actuel et que les taux d'intérêt à long terme restent bas, mais redeviennent légèrement positifs. La situation de taux d'intérêt long terme très largement négatif, donc on a vu en 2019, apparaît vraiment comme exceptionnelle. Et puis nous allons regarder un scénario alternatif de ralentissement conjoncturel, où là, la croissance ralentit plus fortement, en particulier sous l'effet d'une moindre demande extérieure. Ce scénario correspondrait à un regain de tension dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. L'inflation ralentit, bien sûr, puisque cette moindre demande extérieure signifierait une moindre croissance mondiale et donc une baisse du prix de l'énergie. Et on va supposer dans ce cas-là que les taux d'intérêt restent au niveau nul, c'est-à-dire au niveau où ils sont actuellement, c'est-à-dire à près de 0%. Voilà les deux scénarios auxquels nous allons confronter la modélisation. Le scénario central, en termes chiffrés, à 80% de probabilité. Donc on va supposer que la croissance reste aux environs de 1,3%, l'inflation reste à 1,5% par an, le taux des OAT 10 ans remonte à 0,5%. Dans le scénario alternatif, qui a une probabilité relativement faible, la croissance ralentit pas mal, à 0,5%, donc en dessous de son potentiel de long terme. L'inflation ralentit à 1% et le taux des OAT 10 ans reste à 0%. Un mot enfin sur les limites de la modélisation avant de passer en revue le résultat des modèles. Il s'agit d'expliquer donc des évolutions de prix et d'activité immobilière. Ces évolutions de prix et d'activité immobilière ont des facteurs de performance multiples. Il y a évidemment des facteurs immobiliers, puisque les prix et l'activité immobilière interagissent l'un avec l'autre. Des facteurs économiques, on va prendre comme fondamentaux économiques deux fondamentaux, deux indicateurs, la croissance réelle et l'inflation. On prend volontairement uniquement ces deux indicateurs parce qu'on veut, d'une certaine façon, avoir une relation directe entre des indicateurs sur lesquels chacun peut se faire une opinion et assez facilement et l'évolution donc immobilière. C'est un souci de simplification et d'explication de la modélisation. Et puis enfin, on prend les facteurs monétaires qui sont les taux d'intérêt à long terme. Et nous allons estimer les comportements historiques des marchés sur une très longue période, de 1984 à 2019. Pourquoi 1984 ? Parce que cette période est relativement homogène en termes de régime inflationniste. À partir de 1984, l'inflation en France passe durablement sous les 5%. Et donc l'immobilier a un comportement qu'on peut considérer comme homogène en termes de régime d'inflation. Alors évidemment, c'est un modèle de régression multiple, donc la pondération des facteurs correspond à leur influence moyenne sur la période, et donc on aura une réponse moyenne. Les évolutions récentes ne sont intégrées que progressivement. Chaque année, le modèle réapprend, il est recalé. Allons au cœur maintenant de la modélisation, et on va commencer par les bureaux. Les conclusions du modèle pour 2020. L'activité immobilière sur les bureaux va continuer de s'améliorer, c'est-à-dire que nous aurons des transactions qui vont être en stabilisation, l'absorption nette qui va progresser légèrement, et le taux d'écoulement, qui sont donc le ratio des transactions sur le stock disponible, qui remonte. Le taux de vacances diminue. Par contre-coup, évidemment, cette amélioration de l'activité immobilière, qui était déjà notable en 2019, va faire que les loyers de bureaux dans le segment Prime Paris QCA vont augmenter, mais le taux de capitalisation va remonter légèrement et se stabiliser. Par contre-coup, la performance totale est anticipée proche de 0 en 2020,
Mais elle redevient positive ensuite. Elle est proche de zéro en 2020, car quelque part le rendement en capital va être négatif, lié à une faible remontée du taux de capitalisation, mais ceci va compenser le rendement locatif. Alors voyons ça dans le détail. Le modèle de transaction, comme vous le voyez, de 1984 à 2019, vous voyez en bleu les transactions, donc la demande placée sur les bureaux en Île-de-France, c'est des milliers de mètres carrés, et en vert les estimations du modèle. Comme vous le voyez, le modèle estime, mais avec une certaine incertitude. Ce graphique-là vous donne en quelque sorte le niveau d'incertitude de la modélisation. Vous voyez, il est relativement élevé, mais enfin la corrélation est bonne à 73%. Passons à la simulation. Le scénario central dans toutes les simulations est en vert, le scénario alternatif est en rouge, et la ligne bleue, c'est les données historiques. Voici les transactions de bureaux donc, en Île-de-France, la demande placée, jusqu'à 2019, et puis les projections sur les 3 prochaines années. Vous voyez que dans le scénario central, nous avons une stabilisation des transactions sur les 3 prochaines années, une baisse dans le scénario alternatif. L'absorption nette reste à des niveaux relativement élevés sur les 3 prochaines années dans le cadre du scénario central. Par contre-coup, le taux de vacances va un peu baisser, comme vous le voyez. On parle du taux de vacances pour le parc de l'Île-de-France. Comme vous le savez, il est beaucoup plus faible dans Paris QCA, mais là c'est pour l'ensemble du parc. Le taux d'écoulement, qui est une variable dynamique extrêmement importante pour l'évolution des loyers, le taux d'écoulement, c'est donc les transactions sur le stock disponible immédiat. Ce taux d'écoulement remonte assez fortement, lié en particulier au fait que le stock de bureaux, le stock disponible est relativement sage. En particulier, les livraisons restent sages en 2020. Et donc, ça permet au taux d'écoulement de progresser. Et cette variable taux d'écoulement est clé pour expliquer les variations de loyer de bureaux, car en effet, ces deux variables sont très corrélées les unes avec les autres. Donc, les loyers de bureaux sur le segment Prime Paris QCA devraient progresser légèrement, en même rythme à peu près qu'en 2019, sur les 3 prochaines années. Mais la hausse des taux que nous avons anticipée comme probable dans le cadre du scénario central fait que nous avons une petite réponse du scénario, donc du taux de capitalisation à cette hausse des taux. Ce n'est pas une réponse de 1 pour 1, car l'élasticité du taux de capitalisation au taux des OAT 10 ans est plutôt de l'ordre de 0,6. Et donc, nous avons néanmoins une hausse du taux de capitalisation qui repasserait au-dessus de 3%, et ceci ferait que la performance globale des bureaux, Prime, dans le segment Prime Paris QCA, serait momentanément de 0 en 2020, mais remonterait après la stabilisation du taux de capitalisation. Voilà donc les résultats pour les bureaux. On va maintenant passer au logement, nous interroger sur le marché des logements anciens en France entière. Alors, les conclusions principales du scénario central, nous allons avoir une activité immobilière soutenue, toujours soutenue dans l'ancien, dans les transactions secondaires, mais en diminution dans le neuf, légère diminution dans le neuf. C'est donc une activité immobilière contrastée. Le prix des logements ne progresse plus. La modélisation, voire régresse. La modélisation donc aboutit encore une fois, comme l'année précédente, à une prévision de stabilité des prix, voire de régression des prix, avec une conjoncture relativement équilibrée entre offre et demande solvable. La capacité d'emprunt en euros par euro d'annuité, ce qu'on appelle le multiplicateur de crédit, va continuer de progresser malgré la hausse des taux d'intérêt, parce qu'en fait, nous anticipons un allongement de la durée d'emprunt. En fait, la durée d'emprunt est en train de converger vers 20 ans. Nous supposons que cette durée, qui est extrêmement longue aujourd'hui, et qui d'ailleurs qui a été mise en avant par le HCSF comme un facteur de fragilisation du marché, nous pensons que cette durée va rester la norme en 2020. Néanmoins, il y a un ralentissement de la dynamique de l'activité immobilière qui vient contrecarrer quelque part l'effet du multiplicateur de crédit, qui est donc plutôt en faveur d'une hausse des prix. Le ralentissement de la dynamique de l'activité va contrecarrer cet effet-là.
Voyons ça en détail. D'abord, l'estimation historique pour donner une idée de la qualité d'ajustement du modèle. Alors voilà, de 1984 à 2019, les variations de prix des logements anciens, variations annuelles, en bleu les variations historiques et en vert l'estimation du modèle. Comme on le voit, il y a également une certaine marge d'incertitude qui apparaît. On le voit bien dans l'écart entre les deux courbes, mais la corrélation est bonne à près de 90%. La simulation maintenant. D'abord, la production de logements ordinaires, comme on le voit sur la ligne verte, la modélisation donne une modération. Nous aurions un peu moins de 400 000 logements produits par an. On va converger vers les 380 000 progressivement. C'est donc une modération de la production de logements que donne le modèle, alors que les transactions continueraient de progresser. Les transactions dans l'ancien, a priori, le modèle donc, leur donne encore une très bonne dynamique. Rappelons que ce modèle donnait une très bonne dynamique dans les transactions de logements anciens depuis plusieurs années, chose qui a été confirmée par la réalité. Les variations de prix donc de logements anciens, donc là on est dans les variables financières. Les prix des logements anciens, on le voit, que ce soit dans le scénario central ou dans le scénario alternatif, a priori devrait baisser. La sensibilité des prix au scénario est relativement faible. Nous avons une baisse de prix dans les deux scénarios. Cette baisse du prix des logements fait que le ratio des prix sur le revenu disponible des ménages va converger vers sa moyenne de long terme, qui est donc la moyenne qu'on observe depuis 1984, donc un retour à la moyenne du ratio prix des logements sur revenu brut des ménages. Si on regarde les variables financières un peu plus dans le détail, on voit que le multiplicateur de crédit, donc l'encours de crédit en euros par euro d'annuité payée, continue de progresser puis plafonne. Nous avons donc un multiplicateur de crédit qui est au plus haut historique enregistré depuis 1984. Il plafonne à partir de 2020. Si on regarde maintenant les annuités de crédit en pourcentage du revenu disponible des ménages, donc le taux d'effort pour l'ensemble, encore une fois, on s'intéresse au logement France entière par rapport au revenu France entière. Comme on le sait, le marché du logement est un marché hyper local. Donc ce genre de ratio n'a pas une grande valeur locale, mais il a une valeur macroéconomique, en ce sens que la comparaison historique permet néanmoins de se situer dans le cycle. Et là, on voit que le taux d'effort aujourd'hui, en termes d'annuité de crédit, en pourcentage du revenu disponible des ménages, est extrêmement bas. Nous n'avons jamais connu une conjoncture aussi favorable à l'emprunt des ménages pour l'achat de leur logement. Évidemment, ça va permettre aux ménages de devenir finalement très solvables. Car si on regarde le prix des logements sur le prix de solvabilité avec un taux d'effort de 20%, et là on va supposer que nous avons des transactions sur les logements anciens qui sont faits avec des taux d'apport de 45%, qui est à peu près le taux d'apport historique qu'on voit sur les logements anciens en secondo accédant. Donc, taux d'effort de 20% et taux d'apport de 45%. Eh bien, on voit qu'avec ces deux variables-là, nous avons un prix des logements anciens qui est finalement très inférieur au prix de solvabilité, qui est la ligne 1, et donc un marché finalement très sain et qui continue. La modélisation dit que finalement, le marché devient de plus en plus solvable. Évidemment, encore une fois, ceci est pour la France entière et en zone tendue, la situation est tout à fait différente. Enfin, le pourcentage de ménages solvables avec un taux d'effort de 20%, compte tenu des déciles de revenus, nous avons la possibilité de faire cette ligne de pourcentage de ménages solvables à l'acquisition avec un taux d'effort de 20% et un taux d'apport de 45%, donc secondo accédant. Et l'on voit qu'également la proportion des ménages solvables continue de croître et est nettement supérieure à sa moyenne. Donc un marché qui, dans l'ensemble, ne présente pas du tout de surchauffe et qui devrait même corriger ou en tout cas se modérer dans les prochaines années. Enfin, le rendement locatif, eh bien, il devrait remonter légèrement
pour la France entière, compte tenu de la modération ou de la baisse des prix. Voici le détail donc de cette modélisation. Je vous donne donc rendez-vous l'an prochain, en janvier 2021, pour confronter nos prévisions à la réalité. Merci.